Une claque. C'est littéralement l'effet ressenti dès les toutes premières secondes. C'est d'une brutalité émotionnelle inouïe, un choc qui prend à la gorge et ne lâche plus. Que ce soit en livre audio ou en édition papier, l'expérience laisse totalement sans voix. Il s'agit de l'enfant de Jules Vallès. Absolument. C'est une plongée vertigineuse dans les abysses de la psychologie familiale, au cœur même de la maltraitance et de la rébellion pure. C'est absolument suffocant. Complètement suffocant, oui. Au centre de tout cela, il y a Jacques Vintras, un petit garçon qui n'a absolument rien demandé au monde. Le voilà, à peine 5 ans, poussé violemment dans un escalier noir, le front cogné contre la porte, le cœur en miettes, persuadé d'être le responsable de la main en sang de son propre père, tout ça sous les hurlements de sa mère. Une scène fondatrice, en fait. Car oui, voilà, le cœur du cauchemar, une mère qui détruit systématiquement son fils avec une cruauté méthodique, tout en étant intimement persuadée d'être une mère parfaite qui agit pour son bien. C'est à peine croyable de concevoir une telle folie, n'est-ce pas? S'il ne trouve pas un moyen de se forger une armure mentale impénétrable, cet enfant n'y survivra pas. L'enjeu ici, c'est la survie absolue d'une âme face à l'écrasement total. Et c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. On plonge dans ce chef-d'œuvre pour décortiquer comment la maltraitance opérait au XIXe siècle, mais surtout, et c'est ça qui est fascinant, comment un enfant arrive à transformer une horreur quotidienne en une véritable force d'opposition politique. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est ça. Et pour bien comprendre les fondations de ce récit, il faut absolument qu'on se défasse de notre vision moderne, protectrice de l'enfance. À l'époque, l'enfant, il est très souvent perçu comme une matière brute, presque sauvage. Une matière qu'il faut dresser par la contrainte. Ouais, par la force, quoi. Exactement. Mais dans le cas de la famille Vintras, on dépasse largement, de façon vertigineuse même, le cadre de la sévérité classique de l'époque. Ce qui s'installe dans cet appartement, c'est un véritable système de terreur domestique méticuleusement organisé. Justement, parlons-en de ce système, parce que je suis restée profondément marquée par la régularité presque mathématique de cette violence. On a vraiment l'impression que la mère, Madame Vintras, elle a totalement institutionnalisé les coups. Tout à fait. C'est le mot juste, c'est une liturgie. Mais comment on peut en arriver, psychologiquement parlant, à ritualiser la souffrance de son propre gamin au point d'en faire une habitude de tous les jours? Eh bien parce que la violence n'est pas du tout une réaction spontanée à une bêtise ou une désobéissance de Jacques. C'est programmé. Le bruit du fouet, ce fameux vlin, vlin, zon, zon qui résonne dans le livre, ça intervient chaque matin avec une précision d'horloger. C'est glaçant. C'est terrifiant de banalité. La mère administre ses coups avec le même détachement mécanique qu'elle mettrait à, je sais pas, à préparer son café au lait, tu vois. Et d'ailleurs, elle repousse parfois la séance de fouet à midi ou à 16 heures si ses tâches ménagères lui prennent trop de temps le matin. L'horreur est chronométrée. Elle est inscrite dans l'agenda de la journée. C'est dingue. Mais face à ça, on pourrait simplement se dire que c'est un monstre absolu, une caricature de méchanceté gratuite. Pourtant, l'histoire nous montre bien que c'est beaucoup plus complexe que ça. Qu'est-ce qui motive une telle atrocité chez cette femme au fond? C'est là que réside la force majeure de cette œuvre. La violence familiale n'est pas une anomalie psychiatrique isolée tombée du ciel. En fait, c'est un miroir parfait de la violence sociale de l'époque. Madame Vintras, elle vient d'un milieu paysan extrêmement pauvre. D'accord. Et en épousant un professeur, elle a fait ce qu'elle considère comme une ascension sociale miraculeuse. Mais le prix de cette ascension, c'est une angoisse viscérale. Elle est perpétuellement terrifiée, hantée par le spectre du déclassement. Donc elle projette ça sur son fils. Exactement. Dans sa logique totalement déformée par cette angoisse sociale, elle frappe Jacques pour le durcir. Elle le dresse, avec des habits ridicules qui l'empêchent de jouer et des coups constants pour qu'il survive dans ce monde bourgeois des apparences. Un monde qu'elle sait impitoyable et moqueur. C'est affreux de réaliser que sa cruauté naît en fait d'une peur panique de la société. Elle mutile l'enfance de son fils par terreur du jugement des autres. Mais dans ce huis clos étouffant, il n'y avait vraiment personne pour s'interposer, non? J'ai du mal à imaginer qu'un enfant puisse vivre ça sans aucun échappatoire, sans que personne ne s'en rende compte. Heureusement, il y a de très rares étincelles d'humanité qui permettent à Jacques de reprendre son souffle. Et l'une des figures les plus marquantes qui apparaît, c'est la voisine du dessous, Mademoiselle Ballandreau. Ah oui, cette femme est incroyable. C'est un personnage extraordinaire parce qu'elle a parfaitement compris la folie de cette mère. Mais elle sait qu'elle ne peut pas l'affronter de front, les conventions sociales n'en empêchent. Alors, quand Madame Vintras s'absente et laisse des consignes strictes de punition,
Mademoiselle Ballandreau prend le petit Jacques chez elle. Et pour donner le change, pour protéger l'enfant des représailles au retour de la mère, elle met en place un stratagème complètement bouleversant. Voilà, elle simule les punitions. Elle frappe dans ses propres mains, c'est ça, c'est Absolument, elle frappe violemment dans ses propres mains pour imiter le bruit des gifles. Et elle ordonne à Jacques de crier de douleur pour que les autres voisins l'entendent à travers les murs. c'est d'une tristesse infinie. Et pendant qu'il hurle pour faire illusion, cette brave femme lui glisse un bonbon en cachette. C'est un minuscule refuge clandestin, une petite seconde d'évasion et d'une tendresse infinie au milieu d'un océan de brutalité absurde. Simuler la torture pour lui offrir un moment de paix, c'est une scène qui prend aux tripes. Mais alors, ça pose une question immense. Qu'en est-il du père Vingras? À cette époque, le père de famille, c'est censé être l'autorité suprême, le roc, le protecteur du foyer. Monsieur Vingras, c'est un homme éduqué, c'est un prof qui enseigne le latin et le grec. Pourquoi il ne protège pas son propre fils? Parce qu'il est profondément, foncièrement lâche. Monsieur Vingras incarne l'échec cuisant d'une certaine petite bourgeoisie intellectuelle du XIXe siècle. Il est aigri, il est bloqué dans des postes médiocres de province, trimballé d'établissement en établissement. Un frustré, en gros. C'est ça. Au lieu de s'élever au-dessus de sa condition grâce à son savoir, il abandonne. Il laisse sa femme diriger la maison d'une main de fer simplement pour s'acheter la paix, pour ne pas avoir à s'y confronter. Sa lâcheté est abyssale. Il observe le massacre silencieusement. Et ce qui est d'autant plus tragique, au début en tout cas, c'est l'amour totalement aveugle que Jacques porte à ce père démissionnaire. Il y a cet épisode absolument sidérant, l'histoire du duel à l'épée. Oui, ça c'est une scène qui illustre parfaitement l'étendue du conditionnement affectif de cet enfant, son besoin désespéré de trouver un héros. Un jour, Monsieur Vintras s'est dénigré et insulté de manière voilée par un tiers. Et le père ne fait rien, j'imagine. Fidèle à sa nature lâche, il encaisse l'affront sans broncher. C'est Jacques, du haut de son jeune âge, avec son corps meurtri par les coups de sa mère, qui prend sur lui de laver l'honneur de cet homme. Il provoque secrètement l'offenseur en duel à l'épée. Et attention, un vrai duel, avec de véritables lames. Mais attends, un enfant maltraité qui part se battre à l'épée pour défendre l'honneur d'un père qui le laisse se faire martyriser tous les jours. C'est le comble de la tragédie grecque. Et face à un adulte ou un garçon plus vieux, ça a dû très mal se terminer pour lui. Forcément. Il perd le duel, il est blessé, il rentre chez lui avec des entailles sanglantes. Et surtout, la véritable dimension du drame, elle est là. Il garde un silence absolu. Il ne dit rien? Il souffre le martyre en silence pour ne pas causer de problème à son père, pour ne pas s'écorner la fragile réputation de la famille. C'est un sacrifice total. Et la cruauté de l'histoire, c'est que ce même père cherchera plus tard à l'éloigner, à l'envoyer seul à Paris, non pas pour l'aider à s'émanciper, mais juste pour cacher à sa femme ses propres frasques extra-conjugales. La trahison de ce père, elle est totale. Total. À la maison, c'est un enfer, ça s'est établi, mais l'école ne devrait-elle pas être un refuge? Monsieur Vintras est prof. On pourrait espérer que le monde de l'éducation, de l'intellect, représente une porte de sortie pour un gamin aussi brillant que Jacques. L'école, c'est l'endroit où on s'élève, normalement. En théorie, oui. Mais c'est précisément là que l'immersion dans cette époque prend une tournure d'une noirceur désespérante. L'école n'est pas un sanctuaire du tout. Le collège fonctionne exactement comme une extension bureaucratique de la prison domestique. C'est-à-dire, Toute l'institution scolaire est dépeinte comme une immense machine froide destinée à écraser l'esprit de la jeunesse. Les murs sont lépreux, l'air empeste l'encre, la craie et l'ennui mortel. On gave les élèves de connaissances mortes, de racines grecques interminables, sans jamais leur apprendre à penser par eux-mêmes. aucune ouverture d'esprit. Aucune. Mais le paroxysme de l'horreur scolaire, c'est la façon dont le père se comporte dans sa propre classe vis-à-vis de son fils. Ah oui, son père est son propre professeur. Mais comment ça se passe au quotidien? Il le protège un peu devant les autres, au moins? C'est tout l'inverse. Il le sacrifie publiquement sur l'autel de sa réputation. Pour prouver au reste de la société, et surtout aux parents des élèves riches, qu'il est d'une impartialité irréprochable, M. Vintras utilise Jacques comme bouc émissaire permanent. Non. Si. Il le place à la pire table de la classe, tout près de la porte, là où l'air glacial entre et où remontent les odeurs infectes des latrines. Mais c'est de la torture psychologique pure. Donc s'il y a un problème en classe, c'est Jacques qui paye pour tout le monde. Exactement ça. Si un élève riche, disons le fils choyé d'une grande bourgeoise locale, fait une farce ou perturbe le cours, c'est Jacques qui encaisse la punition. Les lignes à copier, les heures de cachot dans le froid, tout ça pour que le père ne se fâche surtout pas avec la haute société qui pourrait nuire à sa misérable carrière. L'école ne le sauve pas.
Elle légitime la violence de classe et la lâcheté paternelle. D'accord, prenons juste un instant pour analyser l'ampleur de la situation. La maison, c'est un lieu de torture physique, quotidienne. L'école, c'est un cachot où l'ennui règne et où son propre père le trahit pour plaire aux riches. Et la société regarde ailleurs. Face à un étau pareil, la question évidente qui me vient, c'est comment un esprit enfantin ne se brise pas en 1000 morceaux. N'importe qui sombrerait dans la folie totale ou la dépression. C'est la grande question psychologique, le cœur battant de la survie de Jacques. Et la réponse qu'il trouve, elle est d'une intelligence fascinante. Il ne trouve le salut ni dans la fuite physique, parce qu'un enfant ne peut pas fuir à cette époque, ni dans un renoncement de l'esprit. À la place, il déploie une arme d'une puissance redoutable, L'humour noir. l'humour noir. Une ironie féroce, d'un cynisme incroyable pour un garçon de son âge. L'autodérision devient son bouclier, son armure mentale impénétrable. Et c'est là que l'histoire devient géniale. Je repense à cette fameuse scène de la prière du soir qui résume parfaitement ce mécanisme de défense. Tu peux nous la détailler? Parce qu'elle m'a vraiment marqué. Imagine le tableau. La mère vient de le battre sévèrement pour une raison absurde. Elle l'a giflé, lui a tiré les oreilles jusqu'au sang, lui a arraché des poignées de cheveux. Extérieurement, le petit Jacques encaisse. La tête baissée, Ouais. mais le soir, seul dans son lit, dans l'obscurité, en grattant les bosses douloureuses sur son crâne, il commence sa prière. Il s'efforce de se persuader par pure dérision intérieure qu'il est un enfant ingrat et que sa mère est une sainte martyre de l'éducation. Et il va jusqu'à prier Dieu avec un sérieux apparent absolu de garder cette mère en bonne et robuste santé. Il prie pour la santé de celle qui le massacre au quotidien. Oui, mais pourquoi il fait ça? Il prie Dieu de la garder en bonne santé pour qu'elle puisse, je cite, « continuer à lui prodiguer ses bons soins ». Ces fameux bons soins qui l'ont fait saigner quelques heures plus tôt. C'est d'une ironie mordante. C'est grinçant. C'est même profondément glaçant d'entendre un enfant penser avec un tel niveau de cynisme. On sent vraiment qu'il se détache de son propre corps. C'est glaçant, oui. Mais d'un point de vue psychologique, c'est vital pour lui. En utilisant ce rire jaune, Jacques opère une subversion invisible. Au moment même où son corps est brutalisé, où il n'a aucune liberté de mouvement, se moquer secrètement de la stupidité crasse et de la cruauté absurde de sa mère, ça lui permet de s'élever au-dessus d'elle. Il reprend le pouvoir d'une certaine manière. Il le reprend l'ascendant. Il devient le juge impitoyable de ses bourreaux. Son corps est emprisonné, mais son esprit reste farouchement, indomptablement libre. Une liberté intérieure aussi puissante, aussi bouillonnante, ça doit bien trouver un écho dans le monde extérieur à un moment donné. Il doit bien y avoir une étincelle qui lui prouve qu'une autre façon de vivre est possible, loin de ces bourgeois étouffants. Absolument. Cette étincelle cruciale se produit lors de très rares parenthèses de vacances à la campagne. Loin des rues obscures de la ville, loin des murs du collège et des uniformes serrés, Jacques respire enfin. Et c'est là qu'il fait une rencontre déterminante, celle d'un homme qui contraste violemment avec tout ce qu'il a connu jusqu'ici. L'oncle Joseph. Il est décrit comme un compagnon du devoir. Pour nous, aujourd'hui, c'est un terme un peu flou. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Et pourquoi cet homme marque autant le jeune Jacques? C'est la clé de la conscience politique de Jacques. Un compagnon du devoir, c'est un artisan d'élite. Dans ce cas précis, c'est un charpentier qui a réalisé son tour de France pour se former auprès des meilleurs maîtres. Il appartient à une confrérie ancienne basée sur la transmission du savoir-faire manuel, la solidarité, l'excellence de l'outil et surtout, par-dessus tout, l'indépendance totale. D'accord, l'opposé parfait de son père. Exactement. Il n'appartient pas à cette bourgeoisie de bureau coincée et terrifiée. C'est un homme robuste, qui travaille le bois avec ferveur, un homme heureux et libre de ses mouvements. Le contraste avec le père professeur lâche et frustré doit être foudroyant pour un enfant. C'est le choc de deux mondes irréconciliables. D'un côté, le père, obsédé par le jugement, étouffé. De l'autre, cet ouvrier solide, droit, les mains pleines d'outils, qui incarne une authenticité éclatante. Pour Jacques, la révélation est sismique. Il comprend que la vérité et la droiture ne se trouvent pas dans les salons bourgeois hypocrites, mais chez les gens du peuple, chez ceux qui travaillent fièrement de leurs mains. Une vraie révélation sociale. Mais cette ouverture sur le monde, elle s'accompagne aussi d'une révélation littéraire qui va modifier sa vision de son propre isolement. L'histoire d'un survivant, il me semble. Oui, au milieu de ces journées de punition, enfermé tout seul dans le froid du cachot du collège,
Jacques tombe par hasard sur un livre qui va bouleverser son paradigme intérieur. Robinson Crusoe. Et ça dépasse le simple divertissement. Oh, de très loin. En lisant l'histoire de ce naufragé isolé du monde, Jacques opère une identification psychologique fulgurante. Il se voit lui-même comme un Robinson, perdu au milieu de nulle part. C'est exactement ça. Il réalise avec une clarté brutale que sa famille, son collège, cette société de Provence qui le rejette, tout cela constitue son île déserte et hostile. Et surtout, comme Robinson, il comprend que personne ne viendra le secourir. Aucun navire à l'horizon. Aucun navire pour le sauver des coups de sa mère. La solitude, qui était d'une punition terrifiante pour le briser, mute complètement. Elle devient sa force, son terrain d'entraînement secret où il va devoir déployer toute son intelligence et sa ruse pour ne pas périr. Il devient un survivant assumé. Il accepte son sort de survivant solitaire. C'est une étape immense. Mais pour qu'un survivant silencieux se transforme en véritable rebelle, en un insurgé qui veut détruire le système, il faut un déclencheur plus puissant. Un point de non-retour qui fait déborder la rage. Et ce point de non-retour est d'une noirceur insoutenable. C'est le véritable épicentre émotionnel du récit. Le moment précis où la douleur personnelle de Jacques explose pour devenir une rage politique structurelle. Et tragiquement, ça ne le concerne pas directement lui. Ça concerne une petite fille, son amie, Louisette, qui a à peine 10 ans. Et j'appréhende vraiment d'aborder ce passage, mais on se doit de raconter la réalité de cette histoire. Que se passe-t-il exactement avec la petite Louisette ? Un jour, sous les yeux impuissants et totalement terrifiés de Jacques, le père de Louisette, un homme nommé M. Bergougnard se met à la battre. Et c'est une scène d'une sauvagerie inouïe. Le père frappe l'enfant, mais contrairement au châtiment habituel que Jacques connaît, il ne s'arrête pas. Mon Dieu. Il frappe encore, et toujours plus fort. La violence dépasse l'entendement. Le visage de la petite fille devient livide, blanc comme un linge. Ses cris de douleur se transforment en sanglots étouffés, puis en de terribles convulsions de terreur. C'est cauchemardesque. Et sous le regard pétrifié de Jacques, elle meurt. À 10 ans, elle meurt de douleur, battue à mort par son propre père au milieu du salon. C'est une horreur absolue. Une enfant assassinée sous les coups de celui qui est censé la protéger. Mais le plus insupportable, le plus révoltant dans tout cela, c'est la réaction du monde autour d'eux. Le silence. C'est ce silence complice qui fait définitivement basculer l'esprit de Jacques. Le vide absolu. Personne ne s'indigne. Les voisins entendent, mais se taisent. Les autorités n'interviennent pas. La société entière détourne pudiquement le regard. Parce que l'autorité paternelle passe avant tout même la vie d'un enfant. L'autorité paternelle de l'époque est considérée comme sacrée. Ce père meurtrier en bourgeois respecté ne sera ni arrêté ni jugé. La mort atroce de Louisette est balayée sous le tapis des conventions sociales. À ce moment-là, pour Jacques, c'est comme si le monde entier tombait le masque. L'illusion de la justice s'évapore complètement. Face au petit cadavre de son ami, le mécanisme psychologique bascule de façon irréversible. Sa tristesse, la peur qu'il ressentait depuis l'âge de 5 ans, tout ça disparaît. Ça se transforme en une colère froide, profonde, inébranlable. Une vraie rage politique. Voilà. Il comprend soudainement que le problème n'est pas seulement sa propre mère tyrannique. C'est tout un système, toute une société hypocrite qui cautionne et protège juridiquement le massacre des plus faibles. Devant la mort de cette innocente, il refuse catégoriquement d'être la prochaine victime. Il fait le serment viscéral de survivre pour se battre. C'est la naissance d'une rébellion qui va incendier tout le reste de son existence. Et cette rébellion, on sent qu'elle est sur le point d'éclater au grand jour. Le rythme de l'histoire s'accélère brusquement comme un train qui perd ses freins. Jacques grandit. Son corps se renforce, il n'est plus ce petit être chétif qui tremblait dans les escaliers. Ses poings se serrent. Et il va porter le coup de grâce à l'ambition de ses parents, de la manière la plus magistrale et humiliante qui soit pour eux. Il prend la décision ultime, la destruction consciente de la matrice familiale. C'est ça. En plein visage de ce père obnubilé par son petit statut social et de cette mère terrifiée par la pauvreté, Jacques déclare avec aplomb qu'il refuse de suivre leur voie. Il refuse de devenir professeur. Il leur annonce, noir sur blanc, son choix irrévocable. Il sera ouvrier. Il choisit délibérément la voie de l'oncle Joseph. C'est l'affrontement final, le point de non-retour. Les chaînes de la soumission psychologique sont définitivement rompues. Une déclaration de guerre pure et simple aux conventions de son milieu. L'ultime image de ce récit nous laisse d'ailleurs totalement en suspens, le souffle coupé. On retrouve Jacques partant pour Paris, il quitte tout, le voilà totalement seul. Sans un sou en poche. Sans filet de sécurité, sans aucune lettre de recommandation pour nous protéger.
Il n'est armé que de ses cicatrices profondes, de son esprit sarcastique et d'une rage de vivre qui brûle comme une torche en pleine nuit. En le voyant s'enfoncer dans les rues brumeuses et impitoyables de la capitale, une question nous obsède. Cette immense machine cruelle qu'est Paris, va-t-elle finalement le dévorer, ou sommes-nous en train d'assister, en direct, à la naissance d'un révolutionnaire, d'un insurgé redoutable, prêt à faire trembler l'ordre même du monde? C'est tout le génie de cette fin. C'est pour ça qu'il faut absolument lire ce livre, s'y immerger complètement. Chaque chapitre, chaque coup encaissé, chaque éclat de rire jaune est une marche vers cette explosion finale. Il faut le vivre aux côtés de Jacques. Exactement. Parce que la fin de cette enfance infernale, ce n'est au fond que l'allumette que l'on craque juste avant que la poudrière n'explose. Et au-delà de l'histoire de Jacques, ça soulève une pensée vertigineuse, une vraie question qui dérange pour notre époque moderne. Aujourd'hui, avec notre hyperconnexion permanente, nos écoles ultra surveillées, nos réseaux sociaux qui scrutent tout, si un petit Jacques ou une petite Louisette vivaient exactement le même cauchemar, juste là, derrière la porte de l'appartement d'à côté, est-ce qu'on est vraiment certain que notre société interviendrait cette fois-ci? Ou, au fond, face à l'autorité des parents, à la peur de s'en mêler et au culte absolu des apparences, est-ce qu'on regarderait, nous aussi, encore une fois, simplement ailleurs? Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.